vous avez 3 acteurs dans cette guerre. La Turquie, l'Azerbaïdjan est dans une continuité, on va dire, d'éradication, de nettoyage ethnique, puisqu'ils considèrent la petite Arménie qui reste, qui a survécu au génocide, comme une incongruité. Donc c'est complètement logique par rapport à leur narratif, par rapport à ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est une logique d'annihilation, voilà, d'annihilation, d'anéantissement. La Russie, pardon d'employer un mot un peu cru, se comporte comme un proxénète. C'est-à-dire qu'elle protège l'Arménie, mais elle la bat quand ça l'arrange, parce que voilà, la Russie a ses intérêts. Et c'est pas du tout animé par, une union de valeurs chrétiennes qu'elle est là. Et l'Occident se comporte comme un fossoyeur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, on va parler géopolitique et histoire autour du conflit au Haut-Karabakh. Et avant de commencer et de présenter mon invité, Tigran Yegavian, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner aussi à notre offre Rejoindre. C'est très important pour nous et ça nous permet de réaliser ce type d'entretien, mais aussi des nouveaux documentaires. On vous prépare du très très lourd pour les semaines à venir. Alors, Tigran Yegavian, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci. Alors, pour vous présenter, vous êtes chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement. Vous êtes aussi membre du comité de rédaction de la revue Conflit. Toutes les personnes qui s'intéressent à la géopolitique connaissent cette revue. Vous êtes aussi l'auteur de Géopolitique de l'Arménie aux éditions Bibliomonde, qui est sorti cette année, et aussi l'auteur de cet ouvrage, Au Karabakh, le livre noir, qui sort justement aux éditions Ellipse. C'est un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Éric Dénessé, qui est aussi chercheur au CF2R. Et donc dans cet ouvrage, ça condense plusieurs travaux, plusieurs articles, voire même des tribunes écrites par des chercheurs ou des personnalités plus connues parfois, comme Jean-Christophe Buisson, journaliste au Figaro, qu'on sait qu'il a l'Arménie très à cœur, mais aussi encore François-Xavier Bellamy. Donc cet ouvrage sort dans un contexte un petit peu particulier, dirons-nous. C'est la reprise des hostilités dans ce territoire disputé depuis des années, voire même peut-être des siècles, ce qu'on pourra aborder au cours de cet entretien. Alors pour nos spectateurs qui suivent ce dossier, mais peut-être un peu de loin, et qui ont du mal à comprendre, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement ce qu'il se passe en ce moment entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sur ce territoire du Haut-Karabakh ? Bien volontiers. Disons qu'en 2020, il y a eu une guerre qui s'est déroulée en l'espace de 44 jours entre, d'une part, l'Azerbaïdjan, mais aussi la Turquie, puisque l'armée turque, la Turquie parraine l'Azerbaïdjan dans le cadre du panturquisme, le Pakistan, contre les Arméniens du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite région grande comme la Gironde, qui est une ancienne province historiquement arménienne et un des berceaux du royaume arménien qui a été arraché de l'Arménie en 1921 par le pouvoir bolchevique, par Staline, et une population autochtone arménienne s'était quand même maintenue dans cette région montagneuse et avait résisté à toutes les tentatives d'assimilation, d'expulsion de la part du pouvoir azéri. Et donc cette région s'était autoproclamée indépendante en 91 parce qu'il y avait l'imminence d'un nettoyage ethnique. Et il y a eu beaucoup de pogroms contre les Arméniens qui s'étaient soulevés pour réclamer leur attachement à l'Arménie. Et entre 91 et 94, les Arméniens avaient réussi, au prix d'âpres combats, à obtenir une victoire militaire sur le terrain, donc en réussissant à chasser les Azéris, enfin en tout cas à obtenir une zone de sécurité, une zone tampon autour de la région du Karabakh. Et ce statu quo, il a duré plus ou moins jusqu'en 2020. Donc c'était une victoire militaire, mais c'était un cessez-le-feu qui ne s'était pas accompagné d'une victoire politique, en tout cas d'un règlement de la question. Et ce qui s'est passé en entre-temps, c'est que l'Azerbaïdjan elle a eu le dessus, parce que, comme vous le savez, c'est un pays rentier avec une grosse production, qui maintenant décline, de gaz, de pétrole, et qui a su nouer au fil des ans des alliances stratégiques sur la Turquie, mais aussi le Pakistan, la Grande-Bretagne, Israël, qui aussi importe beaucoup de drones, de matériel militaire, qui considère l'Azerbaïdjan comme une arrière-cour de l'Iran. Et tout cela fait que l'Arménie s'est vue isolée, en tout cas a vu son isolement diplomatique accru, du fait que
l'Azerbaïdjan a parvenu à exporter son gaz via donc des fameux tubes, les fameux oléoducs, et est devenu en fait une pièce incontournable dans l'échiquier. Et l'Arménie, de son côté, s'était affaiblie démographiquement. C'est un régime qui a aussi beaucoup souffert de l'absence de renouvellement en fait, de son logiciel de la part des élites, qui n'ont pas su anticiper les nouvelles guerres, les guerres nouvelle génération. Et donc, en 2020, 75% du territoire que contrôlaient les Arméniens a été perdu aux Azéris, et les Russes ont réussi à sauver un petit embryon de Karabakh arménien et s'y maintenir, en tout cas s'installer, avec 2000 hommes de soldats russes, une force de maintien de la paix, pour permettre justement à cette population civile arménienne de tenir. Mais aussi, c'est un vieux rêve en fait, néo-impérial russe que de revenir dans les marches de leur ancien empire, parce qu'ils considèrent le Karabakh comme les marches de l'ancien empire russe, au même titre que la Transnistrie en Moldavie, que les pays baltes, etc. Donc pour la Russie, c'est pas uniquement une question d'amitié envers l'Arménie, c'est qu'ils ont un intérêt géostratégique à maintenir des troupes dans la région. On a une lecture biaisée en fait, de la relation arméno-russe, parce qu'on pense que ce sont deux peuples chrétiens, donc unis par des racines et des valeurs communes, mais il faut comprendre une chose très simple, la Russie considère l'Arménie comme un vassal. Et en Arménie, vous avez une base russe importante, parce que c'est l'ancienne frontière soviétique, mais l'Arménie est une variable d'ajustement dans un jeu qui dépasse de très loin en fait, la seule relation bilatérale. Alors revenons sur les événements récents. Il s'est passé une chose très importante le 13 septembre dernier, qui n'a pas été suffisamment relayée dans les médias, puisque l'Azerbaïdjan, non content de la situation actuelle, a lancé une très vaste offensive militaire tout le long de la frontière avec l'Arménie, puisque cette offensive se déroule au sein même du territoire souverain de la République d'Arménie. Donc c'est le territoire internationalement reconnu qui est envahi par son voisin, mais sans que cela ne fasse l'objet d'un traitement médiatique comparable à ce qu'on a vécu en Ukraine. Alors, en 2020, ce qui se passait, c'était que c'était le territoire du Karabakh qui n'était pas reconnu internationalement comme arménien, puisque le Karabakh, vous savez, c'est un statut compliqué. Donc, l'Azerbaïdjan pouvait mettre en avant le principe de l'intégrité territoriale qui fait partie de son narratif et qui était martelé dans toutes les rédactions. Mais là, c'est autre chose. Et malgré cela, les rédactions, les dépêches de l'AFP parlent d'affrontements interfrontaliers. Donc je crois que c'est très intéressant aussi pour les élèves des écoles de journalisme qui nous observent que ce conflit, cette énième séquence de la guerre du Karabakh qui se poursuit, est un vrai cas de sémantique. Et donc vraiment, c'est un cas d'école, c'est un vrai cas d'école en termes de sémantique. On ne parle jamais d'agression, on parle d'affrontements interfrontaliers. Et en l'espace de 48 heures, on a quand même déploré plus de 200 pertes chez les Arméniens, 200 morts et 8000 déplacés. Donc c'est quand même, pour vous donner une idée, c'est quand même assez considérable. Et effectivement, l'Azerbaïdjan, elle poursuit plusieurs objectifs. Alors déjà, je vais rappeler que l'Azerbaïdjan veut, une fois pour toutes, se débarrasser du Karabakh arménien. Elle estime que c'est une terre azérie. Et donc, elle poursuit une politique de nettoyage ethnique à plusieurs vitesses. Donc pendant 2 ans, c'était on va dire une guerre à huis clos, puisque elle terrorisait les populations, elle leur coupait le bétail, elle pratiquait une sorte de terrorisme en fait, via les snipers, elle empêchait les gens d'avoir une vie normale. Et là maintenant, en fait, elle passe à un cran supérieur parce qu'elle voit que la Russie est en position de faiblesse. La Russie qui est en train de reculer en Ukraine. Tout cela, en fait, offre à l'Azerbaïdjan l'opportunité d'en finir une fois pour toutes avec les Arméniens, sachant que les opinions sont occupées ailleurs. Deuxième objectif, vous avez là sur la carte donc, ce petit territoire qui est une mince bande montagneuse qui relie l'Arménie à l'Azerbaïdjan qui s'appelle le Syunik. Les Azéris appellent cette région le Zangezur. Ils estiment que c'est une région historiquement azérie, tatar-azérie, car il y avait une population tatar importante au XIXe siècle. Or, c'est aussi cette région est aussi un des berceaux de l'Arménie historique, et surtout c'est une région hautement stratégique pour l'Iran, pour l'Inde, pour la Russie, parce que c'est à travers ce corridor justement qu'il y a une voie de communication nord-sud entre d'un côté la Russie et de l'autre le Moyen-Orient. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette bande, ce territoire, c'est un verrou stratégique qui empêche la jonction entre l'Azerbaïdjan, turcophone, chiite, son exclave, c'est un territoire qui lui a été arraché de l'Arménie en 1921, qui s'appelle le Nakhitchevan, dont la population arménienne a été complètement victime d'un nettoyage ethnique aussi dans les années 30, 40, et qui elle-même est frontière de la Turquie. Donc c'est une région qui fait la jonction, qui empêche la jonction entre l'Azerbaïdjan et la Turquie.
Donc on est vraiment sur un échiquier mondial, géopolitique, vraiment. Et c'est très intéressant d'observer, c'est fascinant et glaçant parce que les Arméniens ne sont que des acteurs, on va dire, une variable d'ajustement, et surtout ça dépasse de très loin la seule rivalité arméno-azerbaïdjanaise. Et je crois que ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que comprendre ce conflit comme une grille de lecture arméno-azerbaïdjanaise est erroné. On pense en Occident que ce sont des peuples lointains, dans le Caucase sud, qui s'étripent, on ne comprend pas très bien ce que c'est, les Azéris, les Arméniens, bon, ils sont chrétiens, c'est des chrétiens d'Orient. Les autres, ce sont des musulmans laïcs, parce que vous avez des femmes en mini-jupe qu'on peut voir déambuler dans les rues de Bakou. C'est déplorable, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'était justement une des questions que je voulais vous poser, parce que certains présentent le conflit comme une sorte de guerre de religion entre, vous l'avez dit, des chrétiens d'un côté et des musulmans de l'autre. Mais cette vision, elle ne s'applique pas à ce conflit-là. Disons que elle ne s'applique pas parce qu'officiellement, le régime azéri est laïque et il y a une petite communauté chrétienne en Azerbaïdjan, orthodoxe notamment, qui n'est pas inquiète, et aussi une communauté juive en Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan, en fait, dans son narratif, se présente aux yeux des Occidentaux comme une terre de tolérance, comme un pont entre l'Orient et l'Occident. Donc ça, c'est vraiment le narratif azéri. Mais ce qui est constitutif du nationalisme azéri, parce que l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui n'est pas un État-nation, c'est un pays en fait qui est certes une autocratie, un régime autoritaire qui est gouverné par la même famille, la famille des Aliyev depuis 50 ans, donc déjà depuis l'époque soviétique, mais c'est un régime qui a des institutions fragiles, qui a une assise, une légitimité fragile. Donc le ciment du nationalisme azéri, c'est la haine des Arméniens. Et cette haine, elle remonte au XIXe siècle, à l'époque où, dans cette même région, à l'époque, les ancêtres des Azéris, on les appelle les Tatars, qui s'appelaient les Tatars, supportaient très mal qu'il y ait à Bakou une importante bourgeoisie arménienne dans le pétrole. Parce que Bakou était une ville cosmopolite jusqu'en 1918, il y avait beaucoup d'Arméniens, beaucoup de Russes et beaucoup de Juifs. Donc, ce qui fait corps, ce qui cimente le nationalisme, le récit azéri, c'est la haine et le racisme anti-arménien. Et donc, qui dit anti-arménien dit systématiquement anti-chrétien, puisque les Arméniens sont chrétiens. Et le but des Azéris, c'est d'éradiquer toute présence arménienne, non seulement sur le territoire internationalement reconnu comme azerbaïdjanais, mais aussi sur les territoires de la propre Arménie, la petite Arménie pour son congru, qui est une vraie peau de chagrin qui reste, parce que leur projet, c'est aussi d'annexer le sud de l'Arménie, une partie du lac Sevan, et ils prétendent même que la capitale, Erevan, est une ville historiquement azérie. Donc il y a une vraie politique raciste d'éradication des Arméniens, de leur patrimoine, depuis plusieurs décennies. Et un des exemples majeurs, par exemple, c'est la destruction systématique des églises, des stèles en pierre qu'on appelle Khachkar arméniens, les cimetières médiévaux, qui se font à huis clos, puisque l'UNESCO, malheureusement, est sensible à la diplomatie du caviar. Donc, je dirais que Aliyev est peut-être laïque, mais quand il va dans le Karabakh, dans les parties du Karabakh qui sont passées sous son contrôle, qu'est-ce qu'il fait ? Il construit une immense mosquée et il rase l'église arménienne. Ou alors il va la défigurer en disant que ce n'était pas une église arménienne, mais une église albanaise, parce qu'il prétend qu'il y a un ancien royaume qui s'appelait l'Albanie du Caucase, qui se situe au nord de l'Azerbaïdjan, qui a disparu au 8e siècle. Il prétend que les Azéris ne sont pas des musulmans issus de l'Asie centrale, mais des descendants d'Albanais islamisés, au même titre que les Arméniens du Karabakh seraient des Albanais arménisés. Ça, c'est le narratif azéri. Donc tout ce qui est arménien, tout ce qui atteste la présence plurimillénaire de la civilisation arménienne dans cette région doit disparaître. Donc c'est ce qu'on appelle un ethnocide. À côté de ça, vous avez aussi un nettoyage ethnique, parce que, à vrai dire, l'Azerbaïdjan est un pays qui est traversé ici par le courant panturquiste, puisqu'elle considère que la Turquie et l'Azerbaïdjan forment un seul peuple en deux États. Et donc, Turcs et Azéris s'entendent sur le fait que l'Arménie doit disparaître. En tout cas, doit être dévitalisée, doit devenir une sorte d'État croupion, complètement inféodé, démilitarisé. Autrement dit, c'est une sorte de Morland de l'Arménie qui se dessine sous nos yeux. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la Russie. On a abordé la question tout à l'heure. La Russie était censée faire respecter ce cessez-le-feu après le conflit de 2020 qui a fait environ 7000 morts. Est-ce qu'on peut dire que Moscou a trahi l'Arménie ? Aujourd'hui, Vladimir Poutine est un peu tiraillé entre effectivement la nécessité de faire sa guerre en Ukraine et l'obligation d'entretenir de bonnes relations, notamment avec la Turquie,
qui joue un jeu un peu ambigu avec la Russie et l'OTAN sur ce sujet. Et bien sûr, la Turquie, vous l'avez dit, soutient ardemment l'Azerbaïdjan dans sa guerre contre l'Arménie. Il faut se mettre 2 minutes à la place de Vladimir Poutine. Poutine considère que les Arméniens du Caucase, les Azéris, ce sont ses gens. D'accord ? Donc il n'y a pas de privilège pour l'Arménie, même si l'Arménie et la Russie sont liés par plusieurs accords de sécurité, de défense, notamment le traité de 1997. Et puis plus récemment, l'Arménie fait partie de ce qu'on appelle l'organisation du traité de sécurité collective, qui est l'équivalent de l'OTAN russe. Mais cela n'a pas d'incidence parce que la Russie aussi a beaucoup d'intérêt avec l'Azerbaïdjan. Quelques jours avant le déclenchement de l'agression russe contre l'Ukraine, la Russie et l'Azerbaïdjan ont signé d'importants contrats, d'importants accords, notamment de livraison du gaz russe via l'Azerbaïdjan. Donc c'est pour vous dire que la Russie ne veut pas s'aliéner l'Azerbaïdjan, combien même elle est garante de la sécurité de l'Arménie. Donc c'est une situation, on va dire, vraiment très difficile, pour ne pas dire kafkaïenne, pour les Russes, que d'éviter de prendre position trop favorablement à l'Arménie pour ne pas entrer directement en conflit contre l'Azerbaïdjan. Et c'est pourquoi l'Arménie, qui a demandé, lorsqu'elle a été agressée le 13 septembre par l'armée azerbaïdjanaise, a demandé que soit déclenché l'article 4 de l'OCTS, c'est-à-dire la clause de défense, de sécurité collective, de solidarité des autres pays, donc Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc. Personne n'a bougé, parce que personne ne veut s'aliéner l'Azerbaïdjan. Moscou a dit on ne bouge pas. On envoie une mission d'observation, on essaie de gagner du temps. Donc l'Arménie se sent trahie, à juste titre, par la Russie, par son suzerain, qui n'assure pas la défense de son intégrité territoriale. Encore une fois, on ne parle pas du territoire du Karabakh qui est attaqué, là c'est le territoire souverain de l'Arménie. Mais d'autre part, la Russie a effectivement un partenariat avec la Turquie. Ce n'est pas une alliance, c'est un partenariat. On n'est plus dans le siècle des alliances, c'est fini les alliances. On est vraiment dans une autre configuration. Le monde est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus chaotique, où nous sommes revenus à la logique des empires. Voilà. Vous êtes l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, ce sont 3 petits États situés dans les confins des empires, là où les plaques tectoniques impériales rentrent en permanence en collision. Donc, et effectivement, ce que veulent les Turcs, c'est reproduire ce qu'ils ont fait avec les Russes en Syrie, c'est-à-dire un condominium. Donc je te donne un petit morceau de territoire là, en échange tu recules ici, et l'Arménie fait partie d'une pièce, une proie, on va dire, entre les Russes et les Turcs. Et je dirais même qu'il y a plusieurs niveaux de conflictualité, puisque la question, la guerre du Karabakh, elle implique une rivalité russo-turque, une rivalité irano-israélienne, et bien entendu un affrontement à mort, parce que pour les Arméniens c'est une guerre, c'est un enjeu existentiel entre Arméniens et Azéris. Donc il faut sortir de la logique des alliances, et comprendre à quel point cette région elle est dépassée de très loin par la mondialisation, et il est de notre intérêt d'agir, d'intervenir avant qu'il soit trop tard, parce que l'Arménie, à l'heure où je vous parle, fait face à une véritable menace existentielle. Et là, je pèse mes mots, existentielle, car quand vous regardez la carte, vous voyez que Erevan est qu'à 40 km du Nakhitchevan, donc est à portée de tir, et Aliyev, le dictateur Aliyev, quand il dit quelque chose, il le fait. Je veux dire qu'il n'avance pas masqué. Là, nous avons appris qu'il y a un projet de créer une nouvelle république azerbaïdjanaise du Zangezur, donc la région du sud de l'Arménie. Ils ont déjà, sur les réseaux sociaux azéris, on voit des nouveaux drapeaux, des nouvelles cartes circuler. Ce qui, à mon avis, je crois, c'est très clair, atteste du projet annexionniste de l'Azerbaïdjan. Ce que veut l'Azerbaïdjan, c'est annexer de nouveaux territoires à l'Arménie et obtenir sa capitulation définitive, c'est-à-dire en finir une fois pour toutes avec la question du Karabakh et obtenir ce qu'elle veut depuis toujours, c'est-à-dire un corridor extraterritorial au sud du Syunik, du Zangezur. Or, là, il y a un souci avec les Russes, parce que les Russes ne sont peut-être pas opposés à ce projet, mais ils veulent que ce soit sous leur contrôle. Voilà. Donc c'est vraiment extrêmement complexe d'expliquer ce sujet sans carte, et bien comprendre à quel point l'Arménie souffre de son isolement diplomatique, et de se sentir abandonnée aussi des Occidentaux. Vu qu'elle s'est sentie isolée par rapport à la Russie, vous l'avez très bien expliqué, qui était un peu, pour parler trivialement, le cul entre deux chaises, les Arméniens se sont tournés, et c'est un petit peu inédit, mais ils se sont tournés vers les États-Unis. Et il y a notamment Nancy Pelosi qui a fait une déclaration assez forte contre l'Azerbaïdjan, qui a parlé d'attaque illégale, Bakou s'est braqué.
Est-ce que cette relation entre les États-Unis et l'Arménie peut se solidifier, se structurer, et quel impact réel les États-Unis peuvent avoir dans la région? Je crois que les Américains veulent revenir dans la région. Sous Trump, ils étaient complètement désintéressés du Caucase, et pourquoi les Azeris avaient vraiment le feu vert pour procéder à cette guerre désastreuse de 2020, qui s'est soldée par beaucoup de pertes territoriales et humaines. Mais là, les choses changent avec l'administration démocrate. Le souci, c'est que pour les Américains, ils voient bien que les Russes sont plus faibles, donc ils vont revenir dans la région, ils cherchent à revenir, mais les Américains, en tout cas Madame Pelosi, qui est connue pour ses positions arménophiles, puisqu'elle a beaucoup milité pour la reconnaissance du génocide des Arméniens au Congrès des États-Unis, elle ne vient pas dans ses bagages, elle n'est pas venue avec un contrat d'adhésion à l'OTAN. Et l'Arménie, qu'on le veuille ou non, elle n'appartient pas à la famille euro-atlantique. L'Arménie, elle fait partie du bloc eurasiatique. Elle est membre, c'est vrai, de l'Organisation internationale de la francophonie, mais il n'y a pas de volet militaire à la francophonie. Elle fait partie de l'autre camp. C'est quelque chose que les Américains ont bien compris. Ce que peuvent faire les Arméniens, c'est demander aux États-Unis de freiner les ardeurs, les appétits des Azeris. Je ne sais pas à quel prix, peut-être au prix encore de lourdes concessions, notamment dans le Karabakh, mais c'est ça qu'ils peuvent demander, mais rien de plus. L'autre souci, c'est que la visite de Pelosi, combien historique soit-elle et symbolique, parce que c'est le premier déplacement d'un responsable politique américain d'un tel rang dans la région. D'ailleurs, elle ne s'est pas rendue en Géorgie, elle ne s'est pas rendue en Azerbaïdjan, elle s'est rendue en Arménie. Le souci, c'est que ça n'a pas vraiment l'heure de plaire à la Russie, quoi. C'est une manière de mettre plus de l'huile sur le feu aux Russes. Et n'oubliez pas que Poutine a une aberration pour Nikol Pachinian, le Premier ministre de l'Arménie, qui est arrivé au pouvoir en 2018 des suites d'un vaste mouvement de désobéissance civique qu'on a appelé Révolution de velours. Et Poutine a horreur des dirigeants qui viennent de la rue. Et c'est vrai que pendant cette période de 2018 à 2020, Pachinian a essayé de se rapprocher des Occidentaux. Alors de là à dire qu'il avait un agenda géopolitique obéissant à la lettre à George Soros, c'est dans le complotisme. Mais il est vrai qu'il a essayé de se rapprocher des Américains, des Européens, d'aller voir un petit peu vers l'Ouest. Et on a commenté, si vous voulez, le traitement par la Russie de la guerre du Karabakh de 2020 comme une punition. On a pensé que c'était de la part des Russes. Pourquoi ils ont autant tardé à agir pour défendre l'Arménie? C'était une manière de punir Pachinian pour dire, tu vois, regarde, tu restes dans mon camp. Si tu t'éloignes, voilà ce qui va t'arriver. En gros, c'est un peu simpliste. Donc l'Arménie vraiment est sur une ligne de crête. Et ce que fait la diplomatie arménienne, c'est depuis plusieurs années de la gestion de crise. Voilà, elle n'a pas les moyens d'être proactive parce qu'elle est vraiment encerclée d'ennemis mortels et de vrais faux amis. Et je ne pense pas que, combien même l'Occident, les États-Unis, même l'Union européenne, qui se disent amis de l'Arménie, soient capables de matérialiser cette amitié en assistance militaire. Et ce que l'Arménie a besoin, ce n'est pas d'amitié, ce sont des armes, ce sont des drones, ce sont même des casques bleus pour permettre justement de défendre ses frontières. On va revenir un petit peu plus sur le conflit en lui-même. On a vu sur les réseaux sociaux azéris des images d'atrocités, notamment une soldate arménienne qui avait été suppliciée, ces images diffusées en toute transparence. Quel impact ces images ont-elles eu et comment celles-ci ont été traitées dans l'espace médiatique français ? Bon, déjà, elles ont visé, ces images-là, elles visent déjà à casser le moral des Arméniens et elles s'inscrivent dans une logique beaucoup plus importante de déshumanisation des Arméniens. C'est la conséquence logique de 30 ans d'idéologie raciste, anti-arménienne, qui a été érigée en dogme surtout depuis l'arrivée au pouvoir du fils d'Aliyev, donc Ilham Aliyev, l'actuel dictateur, en 2003. On voit vraiment un vrai basculement en 2003, puisque vous avez en 2004, je fais une petite parenthèse, j'en profite, à Budapest, lors d'une session de l'OTAN, un élève officier donc azéri qui a assassiné son collègue arménien à coup de hache pendant son sommeil, le lieutenant Markarian. Et donc l'auteur de ce crime abject avait été incarcéré en Hongrie, et puis finalement il a été extradé en Azerbaïdjan au terme d'un accord entre les deux pays. Et accueilli en Azerbaïdjan, il a été, on va dire, loué comme un héros national. Ce qui atteste, si vous voulez, le profond degré d'arménophobie, de racisme. Et quand vous éduquez
dans les manuels scolaires, déjà, dès le plus jeune âge, vous préparez toute une génération à haïr les Arméniens, à les déshumaniser, à les traiter comme des chiens, ce qui est vraiment quelque chose d'avéré par plusieurs rapports neutres, puisque bon, l'ONU, il n'y a pas longtemps de ça, elle a justement publié un rapport sur les incitations à la haine, la discrimination. L'Institut Lemkin de prévention des crimes de génocide en a fait de même récemment. Donc ça, c'est le résultat de toute cette haine ordinaire qui est présente en Azerbaïdjan. L'espace médiatique français, je crois, n'a pas suffisamment pris la mesure de la gravité de cet acte qui n'est pas sans rappeler ce que fait l'organisation État islamique contre les yézidis. Et je crois qu'il y a vraiment, là pour le coup, les Azéris ont marqué plusieurs coups dans la guerre de communication parce que il ne nous a pas échappé que les officines de l'État azerbaïdjanais inondent les rédactions françaises de leur narratif, de leur dossier de presse. Et comme ce sont des questions que les journalistes connaissent mal ou n'ont pas le temps d'approfondir vu la complexité des enjeux, on se dit que pour être tranquille, il faut relativiser l'ampleur de ces crimes en présentant les deux récits. Et si on présente les deux points de vue, c'est que la vérité, elle doit être au milieu. Voilà. Donc, et aussi, l'autre problème, c'est l'absence de réaction des organisations humanitaires internationales comme Amnesty, comme Human Rights Watch. Et malheureusement, je crois que je vois ça aussi comme le résultat de plusieurs années de diplomatie du caviar qui, effectivement, enfin, l'Azerbaïdjan a des moyens conséquents, elle a recours à des cabinets de communication. Alors, justement, c'était le sens d'une prochaine question, mais je vais la poser maintenant. Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que la diplomatie du caviar? Qui est-ce que ça vise? Et quelles peuvent être les conséquences concrètes qu'on peut observer en France, par exemple, dans ce conflit actuel entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan? Bon, c'est pas un mystère, l'Azerbaïdjan est une satrapie, une autocratie. C'est un régime autoritaire, même s'il y a une apparence de multipartisme. Mais c'est une famille et un clan qui tient le pays en coupe réglée depuis déjà la fin des années 60. Donc c'est énorme. Le père du dictateur Aliyev était le patron du KGB azéri. Donc on se succède de père en fils en Azerbaïdjan. À titre d'exemple, l'Azerbaïdjan est classé 168e au classement de Reporters sans frontières. Donc vous n'avez pas de presse libre. Alors pour redorer son blason, l'Azerbaïdjan a recours à des cabinets de conseil, à une diplomatie publique extrêmement proactive et qui va dans tous les sens. Parce que vous avez plusieurs cibles. Donc l'Azerbaïdjan cible d'un côté le monde musulman, en présentant ce conflit comme un conflit, une guerre de religion. Elle cible l'Occident, en montrant que les Arméniens sont des barbares qui ont chassé les Azéris de leur terre historique, sont des racistes anti-azéris, voire des nazis, parce qu'il y a eu un leader arménien, une figure nationaliste arménien qui, justement, avait résisté contre le nettoyage ethnique du sud de l'Arménie. Et puis, il vise aussi l'État du Saint-Siège, le Vatican. Et là, c'est vraiment, là, pour le coup, il faut quand même saluer cette audace de la part d'un régime, on va dire, autocratique, en finançant des programmes de restauration du patrimoine catholique, notamment les caves de Rome, les sous-sols de Rome, les églises, des vitraux, la cathédrale de Strasbourg. Enfin, tout cela est avéré. Donc, cette diplomatie du caviar, elle est multivariable et sectorielle. Elle participe, si vous voulez, à redorer le blason de l'Azerbaïdjan et à acheter, bien sûr, des politiques occidentaux. Au niveau du Conseil de l'Europe, nous avons des documentaires, nous avons des informations relayées, étayées, détaillées à ce sujet. Vous pouvez donner des noms? Bon, là c'est un peu compliqué, mais je vous invite surtout à visionner le documentaire que la chaîne Arte a diffusé l'année dernière à ce sujet, et qui est vraiment très complet. Donc vous pouvez le trouver en ligne, en replay. Mais en France, vous avez aussi des parlementaires, des anciens ministres qui sont visés par ce lobby pro-azéri. Et là, je peux vous parler de Rachida Dati, parce qu'il est une autorité publique que la maire du 7e arrondissement est très favorable à l'Azerbaïdjan et considère même la femme du président Aliyev comme une amie. Mais comment ça se traduit concrètement? Par exemple, lorsque vous mentionnez Rachida Dati, vous pensez à des choses en particulier qu'elle a fait en faveur de l'Azerbaïdjan, des textes qu'elle a votés, des positions qu'elle a prises? Oui, enfin, elle s'est rendue à plusieurs reprises à Bakou, elle participe au lobby azéri, donc la diplomatie de couloir, mais surtout, vous savez, les Azéris, ils travaillent surtout les politiciens locaux, parce qu'ils comprennent que les Arméniens, les Français d'origine arménienne qui vivent dans notre pays depuis 4 générations, constituent un exemple d'intégration.
Et il y a un capital de sympathie, en fait, vis-à-vis des Arméniens, parce que beaucoup de gens voient un ami, un voisin, un collègue d'origine arménienne, et ils voient que c'est une communauté qui s'est complètement fondue dans le paysage, dans la société française. Les Arméniens qui sont partout et qui ont contribué au développement économique, culturel du pays. Je ne vais pas vous citer Aznavour ni Patrick Devedjian, vous avez beaucoup d'autres exemples. Donc il faut équilibrer, si vous voulez, cette arménophilie, entre guillemets, en faveur d'une autre azérophilie. Et pour cela, ils procèdent à des achats de clientèle. Alors vous avez l'ancien maire de Cognac, par exemple, qui est très favorable à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan lui a financé plusieurs projets. Vous avez l'ancien député de la Charente-Maritime, le neveu de François Mitterrand, Jérôme Lambert, qui lui est dans une posture, on va dire, carrément hystérique, pro-azéri. Quand vous lisez ce qu'il dit, c'est vraiment tout le narratif azéri qui copie-colle, sans la moindre esprit critique, sans le moindre recul critique. Et puis vous avez aussi des gens qui sont juste attirés par l'appât du gain. Enfin, je veux dire, c'est de la vénalité, pure et simple, puisque l'Azerbaïdjan, pour cela, a des moyens conséquents. Donc votre question, c'était comment ça se traduit ? Ça se traduit par aussi des prises d'opposition plutôt favorables à l'Azerbaïdjan quand des décisions importantes sont prises au niveau multilatéral, notamment l'UNESCO. En 2020, on a fait des pieds et des mains pour que l'UNESCO envoie une mission d'enquête, une mission d'experts pour évaluer la situation du patrimoine arménien du Karabakh. On attend toujours l'envoi de cette mission. Pendant ce temps, des églises ont été détruites ou défigurées, des cimetières ont été détruits, des écoles ont été détruites. Donc tout cela fait que l'Azerbaïdjan, en finançant des programmes de l'UNESCO, le fait que la vice-présidente et épouse du dictateur Aliyev soit ambassadrice de bonne volonté auprès de l'UNESCO, est déjà assez parlant en soi pour comprendre à quel point ces institutions multilatérales censées défendre le patrimoine mondial sont, on va dire, sensibles à cette diplomatie du caviar. Et qu'est-ce qu'il en est du lobby arménien ? On sait notamment en France, plusieurs associations sont très actives et elles ont obtenu notamment la reconnaissance du génocide par la Turquie. Est-ce que dans ce dossier concernant le conflit au Haut-Karabakh, ce lobby a les moyens de peser aussi ? À ma connaissance, la diaspora arménienne n'a pas de numéro de téléphone. C'est pas contrairement à ce que la propagande turco-azérie incite, en tout cas dans ces médias, en disant qu'il y a un lobby arménien tout puissant qui murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron, des grands dirigeants. Et ça c'est très intéressant parce que ça participe à ce que moi j'appelle l'inversion accusatoire. C'est-à-dire que les Azéris se posent en victime des Arméniens et aiment justement déformer la réalité en montrant les Arméniens tout puissants, ce qui est assez inexact parce que ce qui fait la force, je crois, de ce que vous appelez le lobby arménien, enfin le militantisme arménien, c'est surtout le capital de sympathie que ces communautés ont dans tous les pays où il y a des diasporas, que ce soit aux États-Unis ou en France. Je crois que les Arméniens, ils n'ont pas de vision stratégique. Ce qu'ils font, si vous voulez, pendant des dizaines d'années, dans des décennies, ça a été de mettre l'accent sur la reconnaissance du génocide de 1915. Et en cela, ils se sont enfermés dans le piège de la mémoire, parce que c'est une politique mémorielle qui vise à honorer la mémoire des martyrs du génocide perpétré par l'Empire ottoman. Et pendant toutes ces années-là, ils n'ont pas fait grand-chose, si vous voulez, pour obtenir un règlement du conflit du Karabakh. Donc c'est un petit peu aller vite en besogne en accusant le lobby arménien d'avoir été, sur ce plan-là, on va dire, redoutable. Aux États-Unis, le lobby arménien est plus efficace, parce que c'est le deuxième lobby ethnique, je crois, en termes de force politique. Après le lobby juif, c'est pas rien. Mais même comme cela, le lobby arménien n'a pas réussi à obtenir la reconnaissance du Haut-Karabakh par les États-Unis. Donc c'est un peu exagéré. Par contre, là où ils sont, on va dire, il faut saluer leurs efforts, c'est dans la politique justement de sensibilisation auprès des élus, puisque la cause arménienne, c'est pas une cause de droite, c'est pas une cause de gauche, c'est pas une cause qui défend uniquement les chrétiens d'Orient, ou c'est une cause humaniste qui est transpartisane. Et c'est vrai. C'est-à-dire, dans les années 1890-95, quand les Arméniens se faisaient exterminer par les Turcs à l'époque des premiers massacres hamidiens dans l'Empire ottoman, il y avait tout un courant arménophile qui était porté par des figures de gauche, que ce soit Jean Jaurès, Anatole France, Clémenceau. Après, lorsqu'on regarde l'ouvrage que vous dirigez, parmi les signataires... Ça va d'Olivier Faure à Bruno Retailleau. Ah oui, c'est vrai. Donc il faut saluer que... C'est vrai, moi j'étais au Sénat la semaine dernière, au Sénat, donc la représentation nationale.
nous avions une sénatrice de gauche, Madame Carlotti, une sénatrice de Bouches-du-Rhône, Parti socialiste. Nous avions François Bellamy, Bruno Retailleau. Et Bruno Retailleau, c'est le sénateur de la Vendée. À ma connaissance, il n'y a pas de communauté arménienne en Vendée. Donc je défie quiconque. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt des personnalités de droite qui, en France en tout cas, par exemple, j'ai aucun nom à la France insoumise. Clémentine Autain est sensible à la question arménienne. Mais vous avez raison de dire qu'il y a un glissement de la gauche vers la droite qui est palpable depuis, je dirais, 2010-2014. Sous Jacques Chirac, c'était l'inverse. Sous Jacques Chirac, le RPR était foncièrement turcophile. Et quand les Arméniens essayaient d'obtenir la reconnaissance du génocide, ils se heurtaient à l'opposition de Jean-Louis Debré, Juppé, qui était très très marqué par le turcophile, qui faisait partie des réseaux d'ailleurs d'influence turque via l'Institut du Bosphore. A l'inverse, un parti qui a toujours été à la pointe du combat pour la défense de la cause arménienne, c'est le Parti communiste français. Et ça remonte à l'histoire de la fraternité, de la camaraderie, de la résistance. Les Arméniens ont participé activement dans la résistance en 44, 43 avec la Fiche Rouge, avec Misak Manouchian, mais pas uniquement, et le Parti socialiste. Le Parti socialiste français a quand même porté ce combat, donc dans les années 90-2000. Alors aujourd'hui, le Parti socialiste est moribond, le Parti communiste aussi. Et il y a une sociologie électorale aussi. La communauté, entre guillemets, j'aime pas le mot communauté, je dirais plutôt le groupe franco-arménien, parce que encore une fois, on parle de communauté au pluriel, c'est très fragmenté, vote plutôt à droite. Et puis n'oubliez pas que, entre-temps, il y a eu les événements d'Irak en 2014, lorsque l'État islamique attaque la plaine de Ninive et massacre des yézidis, massacre des chrétiens. Il y a une prise de conscience à droite que la question des chrétiens d'Orient, elle est révélatrice aussi de la mort de l'Occident, que l'Occident s'est éteint puisque l'Occident déchristianisé, post-christianisé, oublie que c'est une religion qui est née en Orient et que le berceau du christianisme est en voie d'extinction accélérée. Et donc les Arméniens ont été englobés dans cette famille des chrétiens d'Orient, puisque l'Église arménienne fait partie de la famille des chrétiens d'Orient, même si c'est un peu plus compliqué. L'Arménie actuelle est dans le Caucase, c'est un petit peu à la périphérie de la zone dont on parle. Et donc je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de la part d'élus de droite, notamment Valérie Boyer, Bruno Retailleau, pour ne pas les citer, qui se sont emparés, Gérard Larcher, qui se sont emparés de cette question. Mais encore une fois, cette question-là ne peut pas être limitée à la seule défense des chrétiens d'Orient. Je veux dire, c'est une question avant tout de défense de la dignité humaine. Une question d'un peuple qui veut vivre sur ses terres et qui veut poursuivre, qui veut vivre en paix. Donc c'est vraiment intéressant aussi de voir à quel point en France on a des sympathies à la fois de la part des gens qui défendent les chrétiens d'Orient, à l'œuvre d'Orient, à SOS Chrétiens d'Orient, mais aussi dans la gauche historique, c'est-à-dire la gauche issue de Jaurès ou même de la résistance. Et puis, moi, je pense que c'est un combat avant tout humaniste, parce que vous avez parlé des tortures, des sévices infligés à ces femmes combattantes qui sont, encore une fois, qui sont mortes dignement, l'arme au pied, et qui ont été martyrisées. C'est un combat qui devrait aussi attirer l'attention de féministes comme Caroline Fourest. Je ne comprends pas pourquoi. Il y a un deux poids, deux mesures entre ce qui se passe avec l'Ukraine, où, pour le coup, je veux dire, on est vraiment beaucoup plus sensibilisé, alors que, encore une fois, l'Arménie est victime d'une agression sur son sol. Et nous avons une vraie histoire avec l'Arménie, contrairement à l'Ukraine. Il y a une histoire qui remonte au Moyen-Âge et même avant. Le dernier roi d'Arménie était quand même un Lusignan. C'est un Français, il est enterré à la basilique Saint-Denis. L'Arménie a participé aussi, à la Première Guerre mondiale, les Arméniens ont participé aux côtés des Alliés. Il y a un vrai récit, on va dire, qui remonte aux croisades, qui unit nos deux peuples. La France n'a malheureusement pas toujours respecté ses amitiés. On se souvient par exemple de la Serbie, qui a aussi une très longue amitié avec la France, qui a été bombardée sous Jacques Chirac avec l'OTAN. Vous avez parlé du deux poids, deux mesures. C'était le sens d'une de mes dernières questions. Avec l'Ukraine, on a vu les dirigeants européens qui pouvaient, au nom de la morale, imposer des sanctions face à un pays qui lançait une opération militaire, en l'occurrence la Russie qui a envahi l'Ukraine. Concernant l'Azerbaïdjan, les importations de gaz n'ont jamais été aussi importantes. On a parlé d'un article dans une de nos dernières vidéos où l'Union européenne a augmenté de 30%
ces importations de gaz dans l'Union européenne en provenance d'Azerbaïdjan. Comment expliquer ce deux poids deux mesures? Est-ce que la morale européenne s'arrête aux frontières de l'Ukraine? Le problème de l'Arménie, c'est que c'est trop loin. Oui, et puis surtout, il y a une immense hypocrisie de la part des dirigeants européens. Ursula von der Leyen, Charles Michel sont parfaitement informés de la gravité de la situation, mais ils ont décidé que ça suffisait de diaboliser Vladimir Poutine et de s'accommoder avec un autre dictateur, M. Aliyev. Et je crois qu'elles font un mauvais calcul, parce que déjà, ils achètent du gaz russe. C'est même pas du gaz azéri qu'ils achètent. En partie, c'est du gaz russe, puisque ça transite par l'Azerbaïdjan. Et d'autre part, ils vendent leur âme, en trahissant, en fait, en se rendant complètement inaudibles, parce que le message européen, justement, de stabilisation de tout ce qu'on appelle le partenariat oriental, donc de tout le flanc oriental de l'Europe, il n'est pas, c'est pas opportun. Je veux dire, vous êtes vraiment en face, l'Europe est vraiment face à ces contradictions. Et c'est très difficile aussi pour d'expliquer aux Arméniens que l'amitié n'a pas d'incidence dans les relations internationales. Au lendemain du cessez-le-feu de 2020, les Européens sont engagés à livrer une enveloppe de 2,6 milliards d'euros à l'Arménie pour encourager ses efforts de développement. Et il faut saluer une chose importante, l'Arménie, c'est la seule démocratie de la région. C'est la seule, certes imparfaite, mais sans commune mesure avec ses voisins. Et l'Europe se fait le héros de la démocratie libérale, à saluer la révolution de velours de 2018. Et vous avez toute une génération qui est au pouvoir maintenant en Arménie, qui vient de la société civile, qui n'a pas connu le soviétisme, parce qu'une génération de gens qui ont entre 30 et 40 ans, qui sont aujourd'hui au pouvoir en Arménie, et qui sont complètement abandonnés par cette Europe idéalisée. Je veux dire, il y a une immense... et je crois une naïveté aussi de la part des élites arméniennes de comprendre que l'Europe, en fait, se comporte comme un fossoyeur. Vraiment. C'est-à-dire que vous avez trois acteurs malheureusement, cette guerre. La Turquie, l'Azerbaïdjan est dans une continuité, on va dire, d'éradication, de nettoyage ethnique, puisqu'ils considèrent la petite Arménie qui reste, qui a survécu au génocide, comme une incongruité. Donc c'est complètement logique par rapport à leur narratif, par rapport à ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est une logique d'annihilation, voilà, d'annihilation, d'anéantissement. La Russie, pardon d'employer un mot un peu cru, se comporte comme un proxénète. C'est-à-dire qu'elle protège l'Arménie, mais elle la bat quand ça l'arrange, parce que voilà, la Russie a ses intérêts. Et c'est pas du tout animé par, une union de valeurs chrétiennes qu'elle est là. Et l'Occident se comporte comme un fossoyeur. Et l'histoire se répète inlassablement. Nous vivons aujourd'hui, en 2022, la répétition tragique d'un acte qui s'est déjà joué en 1920, lorsque l'Arménie indépendante, démocratique, qui était un petit État qui s'était proclamé indépendant en 1918 à la faveur de l'effondrement de l'Empire russe, avait été attaquée par la Turquie, nationaliste, kémaliste, et dépecée par cette dernière et par la Russie bolchevique qui avait accouru à la dernière minute pour se partager un morceau de territoire arménien, pour le soviétiser et laisser cet autre morceau, à peu près la moitié, à la Turquie. C'est pour ça que le mont Ararat, les ruines de la ville d'Anis se trouvent aujourd'hui en Turquie. Et on revit encore une fois, je veux dire, cette tragédie, parce que quand vous lisez un peu les archives, les réactions de la communauté internationale, la Société des Nations, la France, Georges Clemenceau qui, en 1917-18, disait l'Arménie la vaillante petite alliée, il y a un abandon. Et là où je trouve que c'est comment dire, c'est tragique, c'est aussi hypocrite, mais c'est de comprendre que la France, les États-Unis ont reconnu le génocide des Arméniens de 1915. Un génocide, c'est un crime indicible, c'est le stade suprême de crime contre l'humanité. Donc la communauté internationale, le Saint-Siège, tous ces pays qui ont reconnu le génocide ont une responsabilité historique, puisque ce qui est en train de se réaliser, de se perpétrer sous nos regards indifférents, c'est la poursuite de ce génocide. Donc au nom de ces principes, je dirais même, soyez cohérents, je veux dire, vous avez reconnu le génocide, là c'est un nouveau génocide qui est en train de se produire, donc agissez à temps pour que la question arménienne ne devienne pas une question mémorielle, parce que c'est un peu ce qu'ils voudraient faire, c'est que les Arméniens gênent, et je finirai cet entretien en citant cette boutade polonaise, échangerait histoire grandiose contre meilleur emplacement géographique. Parce que le malheur des Arméniens, c'est leur emplacement géographique. Ils ne sont pas dans le bon camp, ils ne sont pas à la bonne place, ils gênent, c'est un peuple en trop. Une dernière question tout de même. Je ne pense pas révéler de scoop. Votre nom, c'est Yegavian, vous êtes d'origine arménienne. Comment est-ce que votre origine vous influe dans votre travail ?
Et est-ce qu'il est possible de faire preuve d'objectivité dans vos études, dans vos recherches, lorsqu'on est impliqué C'est une très bonne question. émotionnellement C'est une très très bonne dans cette question. problématique? Je vous remercie de m'avoir posé. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, oui, je m'appelle Tigran Negavian. Mon prénom et mon nom attestent à une origine arménienne. Mais je n'ai aucun complexe. Je suis la 4e génération. Mon oncle paternel était lieutenant-colonel de l'armée française. Il était au 2e rep en Algérie. Mon père est chevalier de l'Ordre national du mérite. Je veux dire, nous sommes à 1000% français. Nous n'avons aucun complexe à appartenir à la communauté nationale. Et quand nous défendons l'Arménie, c'est la France que nous défendons. Parce que nous sommes conscients de ce qui peut arriver à la France, compte tenu du panturquisme, du péril panturquiste qui menace aussi nos banlieues, qui menace notre cohésion nationale, quand on voit à quel point la diaspora turque de France est instrumentalisée par les idéologues de Turquie. Deuxièmement, effectivement, vous avez bien fait de me poser cette question parce que ce nom peut gêner, par exemple, certaines rédactions qui ne voudraient pas donner la parole à un chercheur parce qu'ils estimeraient qu'il n'est pas objectif, il n'est pas neutre. Et ça peut gêner, ça peut aussi gêner, bien entendu, la partie d'en face qui crierait à l'instrumentalisation, à l'inféodisation des médias français par le soi-disant lobby arménien. Moi, je vous arrête tout de suite. Si vous lisez ma géopolitique de l'Arménie, vous lirez que je suis extrêmement critique aussi vis-à-vis des Arméniens, vis-à-vis, je veux dire, de l'absence de sens politique des élites arméniennes, aussi bien dans la diaspora que dans la République d'Arménie, parce que l'Arménie et les Arméniens ont un vrai problème de représentation du réel, mais aussi un problème vis-à-vis de ce que c'est qu'un État. Et si les Arméniens ont, malheureusement pour eux, accusent plusieurs défaites, sont dans une logique de défaitisme, c'est parce qu'ils ignorent ce que signifie le sens de l'intérêt général, le bien commun et le sens de l'État. C'est ce qui leur fait le plus cruellement défaut. Donc, encore une fois, il ne faut pas avoir de complexe. Les Français d'origine arménienne représentent un modèle, je veux dire, vraiment de succès en termes d'intégration républicaine. Et j'irais même plus loin, un modèle de médiation. C'est un peuple pont, P-O-N-T, qui a toujours été, je veux dire, dans la médiation entre des entités différentes, que ce soit parce que vous avez des Arméniens parfaitement intégrés en Iran, en Israël, aux États-Unis, en Argentine, en Russie. Et je crois qu'à l'aune de la crispation identitaire de la société française, on a besoin de la participation positive de cette communauté pour faire nation. Voilà. Parce que les Arméniens peuvent parfaitement comprendre la douleur des Juifs et la douleur de ce que c'est que l'antisémitisme. Ils peuvent parfaitement comprendre ce que ça veut dire d'être haï dès votre plus jeune âge pour votre religion, parce qu'ils subissent cette haine de la part des Turcs. Ça, ils peuvent très bien se mettre à leur place. Ils peuvent très bien se mettre à la place aussi des musulmans, parce qu'ils ont une histoire commune avec les musulmans de fait que les plus importantes communautés historiquement en diaspora, c'est la Syrie, le Liban. Et ils n'oublient pas aussi que les musulmans arabes de Syrie ont sauvé des milliers de vies arméniennes au nom de l'islam. Donc je crois que c'est vraiment une singularité qui n'est pas suffisamment prise en compte quand on est arménien de diaspora, qu'il faut mettre à profit pour justement faire nation et penser les fractures de cette pauvre France qui est menacée par les communautarismes. Et voilà, je vous invite à la lecture du livre de Jérôme Fouquet, L'archipel français, qui est très parlant dans ce domaine. Merci beaucoup Tigran Negavian de nous avoir accordé cet entretien. On a bien compris que vous n'étiez peut-être pas objectif, mais juste. C'est ce qu'on essaye aussi de faire dans notre travail ici chez VA+. Et je renvoie donc vers vos 2 ouvrages récemment publiés. Donc Au Karabakh, le livre noir, publié chez Ellipse pour le CF2R, mais aussi Géopolitique de l'Arménie, publié aux éditions Bibliomonde. Merci beaucoup. Merci à vous.